S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. C'est pas ce que j'avais prévu. Marcus, you want to fade out at the end? No solos. Wow, no solo. You gotta know what you're doing. He don't want you to play. I heard he don't want you to play solo. I will not play solo. Okay. Ça vous dérange pas si ce soir je vous appelle Carole? C'est quoi ton plan? Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai proposé, on laisse tomber, vous me demandez l'argent et on arrête. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scénarisme, le podcast qui explore l'art de raconter des histoires. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné, et chaque mois, je reçois un invité exceptionnel pour plonger dans les coulisses de ses créations. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai l'honneur d'accueillir Yann Aperi, écrivain récompensé par le prix Médicis pour Diabolus in Musica et le Goncourt des lycéens pour Farago. Il vient aujourd'hui nous parler de 24 mesures, un récit choral audacieux qui suit les destins croisés de 4 personnages errants perdus dans la nuit du 24 décembre. Coécrit avec Jalil Lesper, ce film explore des thématiques fortes comme la solitude, la quête de rédemption ou encore la cruauté du hasard. Avec sa structure et sa tonalité singulière, 24 mesures est ce qu'on peut appeler un ovni. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque écoute, chaque échange contribue à enrichir cette magnifique aventure. Alors installez-vous et laissez-vous emporter par cette première conversation de l'année. Bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour Hugo. Je suis très heureux de te recevoir pour ce tout premier épisode du podcast, d'autant plus qu'on se connaît un tout petit peu. J'ai été ton prof, tu as été mon élève, Dans et cet ordre. vice-versa, puisque c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Donc en effet, moi aussi, c'est la première interview de toi par moi, de moi par toi. T'enseignes toujours? T'es toujours Ouais, au j'enseigne master à Cannes toujours, j'enseigne toujours au master à Cannes. J'ai 3 étudiants en mémoire, là à partir d'il y a quelques jours. Ok. Et Tout se passe bien là-bas? tout se passe bien. Oui, tu sais que on s'est rencontrés aussi dans le cadre de l'atelier de scénario de Studio Canal qui était associé à la fac Ouais. et à cette possibilité qu'avaient les élèves de pouvoir postuler. Talent Unlimited? Voilà, Ouais. Talent Unlimited. Donc ça s'est interrompu. Ouais, l'accent est meilleur. Et du coup, Mince. ouais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est dommage surtout pour les étudiants. Pour moi, c'est surtout l'expérience de l'enseignement qui compte. Mais c'était c'était autre chose. C'était plus excitant quand il y avait une Ouais. passerelle entre les deux. Ouais, c'est sûr. Je me souviens très bien de ce concours. Mhm. Je suis allé là jusqu'où je pouvais aller. Voilà. Mais moi, il m'est resté ton projet. Hein. Ah bah c'est Je gentil. peux encore te le résumer. En plus, j'ai l'impression que tu avais fini par mettre le doigt vraiment sur le genre et sur la manière. Et il Ah est ouais. vivant encore, le projet? Eh bah, il est vivant, il est dans mon disque dur. Écoute, il vit bien, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, je l'ai ressorti un peu en version court-métrage. Ah, Je l'ai envoyé un peu à droite à gauche. Mais bon, là, je vais en faire un autre. Un D'accord. court-métrage, mais qui n'est pas celui-là. d'accord. Ok. Mais bon, je le garde dans un coin de ma tête. De toute façon, il n'a pas vraiment d'époque. Donc je pense Non, qu'un jour, exact, ouais. il pourra en revenir. Ouais. On l'espère. On Ouais, lui je souhaite. pense. Yann, on n'est pas là pour parler de moi. Ouais, comme tu veux. Hein. Bon, oui ou non, je sais plus, je suis perdu. C'est une première pour moi, là, Et moi donc? je navigue. Si, non, t'as déjà fait des interviews Ouais, avant. des interviews, quand oui, même. mais des interviews sur 24 mesures, je crois que c'est la première Ah. et sans doute la dernière aussi, on va voir. Bah, je me suis dit, il y a un concept quand même, il faut parler d'un film qui Ouais. est sorti. Donc, Ouais. j'avais 2 options pour toi. C'était 24 mesures ou Saint-Laurent. Ouais. Ouais, Ça- je préfère beaucoup parler de 24 mesures. Parce que t'as été peut-être plus impliqué dans J'étais le... beaucoup plus impliqué. C'était une première expérience de bout en bout d'écriture en commun aussi. Et puis, ça a été plein d'enseignements. Ouais, très riche. Bah, peut-être qu'on peut du coup plonger directement dans Mhm. 24 mesures. Est-ce que tu veux le pitcher? Ou est-ce que tu te souviens Alors, du c'est film? rouillé, hein, mais en fait, le point de départ, Sinon, en tout j'ai cas, un pitch. peut-être, peut-être après, tu peux reprendre, tu peux le donner. Moi ce dont je me souviens surtout, c'est que ce qui avait motivé l'écriture au départ, c'était la forme. Donc, on était Ouais. vraiment parti de la forme. Et du fait qu'on introduisait un personnage qui nous menait à un second, puis on passait au second, mais en faisant un pas en arrière dans le temps. Ouais. Et ensuite, le second nous menait au troisième, puis on refaisait un pas en arrière pour le troisième, et jusqu'au quatrième comme ça. Donc on avait une sorte d'avant
avance, Ouais. recule de personnage en personnage. Donc ça, c'était formel, hein, ça voulait pas dire grand-chose tant qu'on l'avait pas imbriqué dans une histoire, mis dans une histoire. Mm. Mais c'est parti de ça. Ensuite, c'est devenu le film particulièrement d'un des personnages, même si ça demeure quand même étrangement, mais c'est quand même un film choral. Mm. Et première espèce de décision, est-ce que c'était la bonne? Est-ce que je sais pas trop, mais en tout cas, c'est devenu Ouais. le film donc le dernier jour ou les dernières 24 heures dans les vies de cette femme qui croise ces différents êtres dans son espèce d'errance et d'adieu. Mm. Tu veux mon pitch? Ouais, je veux bien parce que je crois qu'il sera plus clair. Ah, mais le mien est très simple, hein. C'est vraiment 24 mesures est un récit choral qui suit l'errance de 4 personnages perdus un soir de Noël. Voilà. Bah, c'est un peu plus que ça, mais après, il me semble, hein, mais ça va un peu plus loin que ça. Mais après, dans la façon dont ça s'est finalement fait, réalisé, monté et tout par rapport au scénario, c'est devenu aussi un petit peu autre chose. Donc ça serait intéressant qu'on en parle, je pense. Bah, justement, tu as abordé de toi-même cette structure du. Moi, j'ai appelé ça une structure en relais. Mhm. Toi, tu as plutôt appelé ça une structure de pas en arrière? Ouais, pas en avant, pas en arrière, c'est comme Ouais. une danse un peu. Oui. Oui, oui, on peut très bien le voir comme ça, effectivement. Moi, j'ai utilisé le mot relais parce qu'on va le voir dans tout le déroulé de cet épisode. On va mentionner ce qui constitue pour moi les 7 parties de ce film. Mhm. Donc, c'est un personnage seul, Didier, qui ensuite croise Ellie, Mhm. l'histoire d'Ellie, l'histoire de Didier et Ellie, elle croise Marie, Mhm. l'histoire de Marie et Ellie, Chris, Mhm. qui pour le coup, lui, arrive entre guillemets. Ah non, ils se croisent, pardon, je dis n'importe quoi. Ouais, Ils se croisent. Donc l'histoire de Chris, Marie et Ellie, Mhm. fin du film. D'accord. 7 Ouais. parties. Ok. C'est peut-être pas Si, comme si, ça que c'est tu pas- l'envisageais, mais si, très bien. Bah, tu vois, je m'en souvenais plus bien. je pense qu'on peut directement commencer par la première de ces 7 parties. C'est l'histoire de Didier. Mhm. Donc Didier, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce personnage qui est interprété Oui. brillamment par Benoît Magimel? Oui, alors déjà d'un point de vue d'écriture, quand même, je dis un truc général parce que c'est ce qui a contribué j'ai l'impression, en partie à l'échec créatif du film. Je pense que Jalil l'espère dirait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y Ouais. avait, c'est que pardon, hein, je pars complètement sur une tangente, mais je pense que ça peut nourrir l'ensemble Non, de non, la mais conversation. très bien, très bien. Au départ, on avait dans l'idée d'écrire que pour des acteurs amateurs, Ouais, qui tous étaient dans l'entourage plus ou moins proche de Jalil. intéressant. Donc, il y avait aussi l'idée de travailler un peu à la Mike Leigh, en toute modestie, à savoir de commencer, je crois, c'est ce que voulait faire Jalil, par un atelier, qu'il a fait un petit peu à un moment d'ailleurs avec ses acteurs au bout du compte, mais vraiment un truc qui durerait un certain nombre de semaines, avec une mise en condition, enfin une sorte de, comment dire, de familiarisation des acteurs avec leurs personnages, Mhm. et même un travail de réécriture qui aurait pu s'élaborer dans l'atelier. Et donc le personnage de Didier était déjà désigné comme étant joué par cet acteur, je ne me souviens plus de son nom, qui était un énorme type, Ok. qui était pas caucasien, mais je crois africain de l'Ouest, d'origine ou pas, ou d'ailleurs aussi. Je Il y a me eu souviens beaucoup de plus. changements de profil d'ailleurs entre Voilà. le scénario et, Ouais. et la version finale. On pourrait y revenir. Bah justement, donc Magimel finalement joue ce rôle, mais du coup, le déséquilibre était immédiat et plutôt compliqué parce que Magimel, avec ses faux airs de Niro, Oui. dans Taxi Driver, n'avait strictement plus rien à voir, et du coup, comme chauffeur de taxi, avec notre personnage au départ. Mais les dialogues n'ont pas changé, sinon qu'ils ont été en partie improvisés par les acteurs. Et du coup, bref, pour revenir maintenant au personnage, donc Didier, c'est un chauffeur de taxi suicidaire, et il veut s'offrir quelques dernières réalisations, c'est ça, avant de se foutre en l'air. C'est très intéressant que tu aies d'ailleurs mentionné Taxi Driver parce qu'il y a certaines scènes qui font quasi directement écho. Je pense à une scène qui n'a pas tenu jusqu'à la version finale, mais qui était une scène de miroir dans laquelle
Ah. Didier avait une espèce de dialogue avec lui-même interne. Ah bah ça alors, ouais, bah c'est peut-être pour ça qu'elle est C'est pas un peu- restée. C'est un peu le problème de prendre des films de 2007. c'est que Ouais, du coup, exact. ça remonte un peu, je suis désolé. Non, non, mais Je je pense t'en qu'à prie. plusieurs endroits, je vais t'envoyer des scènes comme ça. Ah ouais, ouais, il y a eu beaucoup de versions en plus. On a vraiment Ouais. beaucoup écrit. Oui, oui. Ouais, j'ai Mm. pris que la première et la dernière Mhm. pour faire une passerelle. Donc ce qui est très intéressant dans l'univers de Didier et directement dans l'univers du film, c'est qu'on a un film qui dépeint très vite une ambiance vraiment très poisseuse, Mm. avec des décors ternes. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça raconte pour toi, ces décors qui, d'emblée, installent une pesanteur sur le récit de ces errants? Mm. Bah écoute, c'est drôle parce que c'est pas exactement le souvenir que j'en ai moi. Au niveau de l'image, de la lumière, de tout ça, j'avais plutôt l'impression de quelque chose quand même d'un peu stylisé. Alors c'est sombre parce que c'est la nuit. Ouais. J'ai un souvenir plutôt de couleurs, moi, dans le cadre et tout ça. J'entendais Mais... peut-être plus l'architecture et les Ah décors oui, qui font d'accord. très, Ouais. très américains, Ouais. in fine. On a du diner, on a une espèce de motel, on a la station-service, Ah oui, exact. Ouais. le bout de l'aéroport. Enfin, Exact. c'est un décor que je trouve vraiment très états-unien, pour le Oui, coup. oui, ça, absolument. Bah, là aussi, si tu veux, là, je pense qu'il y a une sorte de dissonance. C'est que le film veut à la fois être, entre guillemets, ou voulait à la fois, au niveau du scénario, être, comment dire, un peu à la Cassavetes, donc dans un Ouais. univers qui soit assez, en effet, euh, rude et en même temps que, enfin, comment, brut et franc et en même temps que stylisé. Et il y avait quelque chose dans les dialogues qui, pour moi, saute en grande partie dans le film, et c'est aussi un grand problème, c'est que Jalil désirait une écriture de dialogue qui soit littéraire. Et puis moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Donc, les dialogues sont plutôt littéraires. Oui. Mais ensuite, ils sont ni joués par, encore une fois, pardon, je radote, mais des acteurs qui qui auraient pu les porter d'une façon plus étonnante, parce qu'on ne reconnaîtrait pas Magimel ou tel autre star du cinéma. Mais aussi, voilà, ça aurait pu contribuer à la création d'une espèce de monde. Donc voilà. Et en fait, au tournage, pareil, les dialogues ont été semi-réimprovisés ou improvisés par les acteurs. Donc, ils sont tombés très vite dans des clichés. Oui. Parce que quelque chose qui, pour mon sens, en tout cas, quand ça marchait, était vraiment sur une espèce de fil ténu, devenait un peu lourd. Pardon, je parle pas de ce que tu es en train de me dire, mais ce que je veux pointer, c'est juste le fait que je pense que c'est un premier film, pour moi comme pour Jalil. Et pour Jalil, il y avait un faisceau de références et de désirs. Ouais. L'un était Cassavetes, l'autre était film amateur, de banlieue. Ce qui n'est Avec pas ses incompatible, Non. Cassavetes étant, avec le nouvel Ouais. Hollywood, peut prôner des fois une espèce d'amateurisme comme ça, Complètement. jovial. Avec des Enfin, jovial, peut-être sacrés pas. acteurs, par contre. Oui. Mais Ouais. en effet, avec beaucoup d'improvisation et tout. D'un autre, il y avait un scénario littéraire qui soit écrit. Donc ça correspond Oui. pas forcément complètement. Et puis, le fait que, pour d'autres raisons, il s'est retrouvé avec un casting très prestigieux sur un film qui a dû se tourner très vite. Donc tout ça était très... un peu contradictoire. On reviendra sur la question Ouais. de la production, parce qu'il y a vraiment il y a des choses intéressantes à dire à ce niveau-là. On va progresser comme ça, tranquillement dans le film, avec des digressions. Didier, qui, comme tu l'as précisé, est un chauffeur de taxi suicidaire, décide de s'offrir une belle dernière nuit. Mais il le fait pas seul. Et il va tomber un peu par hasard sur Ellie. Alors d'abord, il va dans un bar et il essaye de prendre une prostituée avec lui dans son taxi pour qu'elle réalise ce qu'il aurait aimé de cette dernière nuit. Et l'opération échoue, lamentablement. Et Ellie arrive dans son taxi, un peu comme une fleur, et lui demande de le conduire chez lui, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il tend non seulement une liasse de billets assez conséquente, dont Ellie a bien besoin à ce moment-là, mais également une liste. Une liste de choses à faire, de choses qu'il aimerait faire cette dernière nuit. Cette liste, elle a été faite comment? Qui a pensé à cette espèce de déroulé un peu final et très personnel de ce personnage? Je me souviens absolument pas. Même la liste, tu vois, tu me le rappelles. Ce dont je me souviens, c'est que il y avait cette idée
en tout cas pour ma part, à l'époque, je lisais un sage hindou qui s'appelle Swami Prajnanpad. Donc Oula. ça nous mène loin de la banlieue parisienne, mais c'était je crois qu'il était ingénieur en physique nucléaire ou un truc comme ça. Donc c'était un type qui était très très calé scientifiquement et qui aussi suivait un chemin spirituel. Et il a eu un certain nombre de, vraiment digression totale, mais tu vas voir, on va revenir. Il a eu un certain nombre de disciples occidentaux qui allaient le voir au fin fond de l'Inde. Ok. Personne ne savait rien sur ce type-là. Et une des idées sur lesquelles il travaillait avec les gens qui allaient le voir, c'était que une fois qu'un désir a été réalisé, réalisé réellement, il se représente plus. Un désir absolument réalisé et un désir qui t'embêtera plus ensuite. Ok. Et donc, il y avait cette idée-là pour ce personnage-là qui était réellement, si mon désir s'accomplit, c'est fini après, je suis Ouais. libre. Sauf que là-dessous, il y a l'horreur et l'abîme d'un type qui est fêlé et qui est au bout de lui-même. Mm. Et donc, cette liste qui, j'imagine, est un peu dérisoire et complètement naïve, en même temps dans laquelle il y a quelque chose lié à son père, non? Parce qu'il Oui. il- On va y revenir Ouais. plus tard, justement, de cette scène avec le père qui est très intéressante. Il y a autre chose aussi que je trouve très intéressant chez le personnage de Didier, tant qu'on est encore sur lui, c'est cette petite tendance qu'il a, et c'est dans une scène de restaurant où on le voit le plus, à faire des classements de ce qu'il aime, Ah oui. culinairement parlant. Il nous parle de wok, il nous parle de quiche. Enfin, il a vraiment une espèce de tendance à classer les choses. Un peu même question, mais d'où est-ce que ça vient cette idée que moi, à titre personnel, je trouve vraiment intéressante de classer les choses par ordre de préférence Alors personnel. ça, il est possible que ça vienne plus de moi, mais je sais pas, parce que le ping-pong était extrêmement serré et perpétuel. Mais ça me rappelle quand même des choses que j'ai pu travailler dans d'autres textes ou dans d'autres choses, qui est quelque chose en rapport avec la langue, là, vraiment. Ouais. C'est une folie du langage, ça, la folie classificatoire. Donc, Ouais. et c'est un truc qui peut facilement pulluler dans le dialogue aussi, et se répéter partout, comme une sorte aussi de trope comique, et en même temps un peu tragique, du Mm. type qui essaye de mettre des limites un peu, ou de dire, voilà... Et aussi, je pense aussi au côté enfantin de la chose. Mes films préférés, mes meilleurs films, ou mes meilleurs plats, ou voilà, comme disent les enfants. Et je pense que ça me ramène plutôt à ça, quoi, qu'il est une sorte d'enfant mal dégrossi. Et même son suicide est d'autant plus terrible et terriblement triste que c'est peut-être même pas un suicide d'adulte, en fait. C'est plus un suicide d'enfant, qui sont les pires, qui sont les plus terribles. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut tout de suite du coup enchaîner avec le personnage d'Ellie en fait qui du coup pour le décrire rapidement est une prostituée qui se retrouve dans des endroits toujours très complexes entourée de violence, de misère et surtout dont le principal sujet dans ce film est une maternité contrariée puisqu'elle n'a plus la garde de son enfant et un peu moins dans la première version du scénario mais beaucoup plus dans la version finale on a ce dialogue permanent qu'elle a soit avec les personnes qui gardent sa fille, soit au téléphone directement avec eux. En permanence, il y a ce besoin de maternité qui n'est jamais assouvi, d'autant plus qu'elle se retrouve embarquée dans une aventure avec Didier qui est à la dérive. Tu fais le lien entre le cordon ombilical qui lie la mère à son enfant dont elle est séparée, et à ce que peut-être je racontais sur le fait que Didier est un môme. Oui, Et alors je sais, il cherche pas vraiment une maman, mais en tout cas, il est bloqué dans un rapport qui est complètement naïf et fantasmatique à la vie. il y a une scène qui peut faire vraiment penser à ça et qui d'ailleurs a donné l'affiche du film. C'est une scène où Didier se blottit contre Ellie, qui là aussi pour le coup n'était pas dans la première version du scénario. Elle tente un peu d'essayer de passer à autre chose, mais lui insiste vraiment pour rester blotti contre elle. Hmm. Ouais, je trouve ça intéressant de voir Didier comme un grand enfant, mais ce qui va du coup nous emmener à ce qu'on mentionne depuis tout à l'heure, c'est son suicide, sa fin. Donc pour le décrire à ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film, Didier est sur une butte en bout de piste d'un aéroport avec Ellie, et il se met à réciter des psaumes en regardant le ciel. Alors je trouve ça assez intéressant pour un personnage enfantin d'avoir un rapport à la foi aussi énigmatique. Où est-ce que tu placerais ce rapport à la fois chez toi et Jalil et dans le personnage de Didier?
Bah, alors tu vois, c'est drôle parce que dans mon souvenir, c'était pas des psaumes, c'était justement des choses liées euh, au fait que à la nature du désir et à ce qui se passe une fois qu'on le réalise ou quand on le réalise pas. Mais alors c'est des Dans la version psaumes, finale, c'est vrai. c'est ça, c'est ça. Ah bon. C'est plus ce que tu dis. Mais alors je pense que ça, ce côté venait peut-être plus de Djalil, mais on était tous les deux quand même préoccupés ou passionnés par ces questions de religion ou de foi. Euh, Il y avait même à un moment donné, le film s'était même appelé Priez pour nous, je sais plus. Il y avait plusieurs titres, dont un qui était tiré du Nouveau Testament, je Mhm. crois. Je sais plus exactement. Bon, bref, c'était très présent. Tu vois, je sais pas parce que on n'avait pas, dans mon souvenir, une relation très conscientisée ou en survol de ce qu'on était en train de fabriquer. Ouais. Et j'ai l'impression que ça s'est créé et ça s'est écrit plutôt organiquement et que du coup, euh, on n'est pas allé jusqu'au bout du problème. Et ce qui ressort d'ailleurs de la toute fin du film, enfin ce qui est criant et patent dans la dernière scène du film, il me semble, entre autres. Et donc, pour moi, si tu veux, si je reste au niveau du personnage ou du sol, quoi, si je reste dans le point de vue Didier, si j'imagine notre premier Didier, qui était cette espèce de grand type euh, sans, sans, sans le charisme très singulier et très particulier d'un Magimel, tu vois, mais plutôt je sais pas, un, un comédien amateur, quoi, et qui serait aussi amateur de sa propre vie. Et ben le fait qu'il puisse être dans une récitation de psaumes n'aurait pas le même effet, comment dire, presque, n'aurait pas eu le même effet esthétique, ne serait pas entré dans la même esthétique qu'avec Magimel. Tout acteur génial, il est génial pour moi. Hein. Je ne sais pas si ce film, je crois qu'il l'a fait en 3 jours sans rien comprendre à ce qui se passait, mais bon, il reste pour moi un acteur, c'est un extraordinaire acteur. Et donc, pourquoi il y a ça, je ne saurais pas te dire. Je sais qu'il y a ce rapport il y a ce rapport au mystère ou à l'inconnu qui était très prégnant pour nous. Mm. Euh, mais tu vois, pour aussi peut-être revenir à des conversations qu'on a pu avoir en cours ou dans le développement qu'on fait de scénarios, nous, cas de figure, je pense, intéressant d'un ratage intéressant, mais c'est une façon négative de le dire, avec une ambition très forte de forme, et puis avec, par contre, un manque de temps ou une incapacité à vraiment réussir à comprendre de quoi il retournait. Ouais. Donc ça reste dans l'inconscient. Ça reste dans l'inconscient du film, d'autant plus que ça est resté dans nos inconscients à nous. Mais il y a quelque chose, tu vois, pourquoi les psaumes? Je pense qu'il y a aussi prière du côté d'Élie. Et est-ce qu'ils ne sont pas tous aussi liés d'une certaine manière par un rapport à la prière, à un désir d'eux, un désir qui ne pourrait pas se réaliser avec les moyens du bord et qui aurait besoin de circonstances exceptionnelles de l'ordre d'une grâce, d'une faveur, de quelque chose qui viendrait les prendre par la main ou contre lesquels ils pourraient se blottir. Et à l'époque du film, tu dis que vous avez eu du mal à mettre vraiment le doigt sur un thème, que vous avez un petit peu amené énormément de choses de manière très, très primaire et très comme ça venait dans une conversation très fluide, très organique. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peut-être ce recul ou ce besoin d'avoir une tierce personne, pour Oui, le coup oui. c'est vraiment le cas parce que vous étiez deux, Ouais. qui viendrait apposer un œil peut-être un peu plus critique, un peu plus acerbe Oui, sur, oui. sur ce que vous étiez en train de faire. Il y en a eu, il y en a eu. Il y a eu, et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas été invité à ce rendez-vous, mais j'ai aussi découvert quelque chose du monde professionnel et des égos des êtres ce jour-là. On avait eu le droit, grâce à une aide à l'écriture, je crois, du CNC qui avait obtenu le film, d'avoir, tu sais, un mentor, justement. Et Jalil propose ça à Desplechin. Oui. Et donc, c'est Desplechin qui a suivi la réécriture du scénario. Et Desplechin donc, voit Jalil. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais co-scénariste, mais je ne l'ai pas su. Bref. Il manquait une chaise. Il manquait une chaise, voilà, c'est ça. Il manquait une chaise au Rostand, je crois. Ils se voyaient au Rostand, près du Luxembourg. Ouais. Et ils ont dû faire 1 ou 2 ou 3 séances ensemble. Et Desplechin, je me rappelle ce que me racontait Jalil, venait, lui, il avait un modèle. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais il avait vraiment
un modèle géométrique ou mathématique, quoi, ou de Ouais. forme, dans lequel auquel il faisait passer, au crible duquel il faisait passer ses histoires, ses propres histoires. Donc il essayait de faire rentrer dans son modèle à lui 24 mesures, et puis ça a donné je ne sais trop quoi exactement. Mais il était plutôt positif, je crois, dans sa lecture du scénario. Parce que c'est un Je me film. souviens plus ce qu'il avait remis en question, ce qu'il avait pointé. Ouais. Parce que c'est un film qui, effectivement, on peut le trouver dans sa structure assez radicale, et d'autant plus que on a quand même quelque chose où, dans ce film, il n'y a pas vraiment. C'est une espèce de contre-dramaturgie, puisque tout événement est un peu dû au hasard au final. À part quelques volontés un peu autodestructrices, souvent d'ailleurs autodestructrices Mm. des personnages, le hasard a une place très Mm. très très forte dans ce film. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, ouais, après, on peut fanfaronner à partir de là et trouver des intentions qui n'étaient pas du tout dans l'histoire. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même quand on se lance de cette façon-là dans une écriture. C'est, et ben justement, il y a un truc de l'ordre de la prière, c'est Seigneur du scénario, fait que on retombe sur nos pattes. Mm. Et quand tu te risques comme ça, soit vraiment tu finis nulle part, soit vraiment tu retombes sur tes pattes d'une manière inattendue, parce que voilà. Et ces personnages-là sont dans ces situations-là qui font que ils ont comment dire, c'est pas un enseignement, c'est un trop grand mot, mais ils ont quelque chose à piger du hasard qui leur est donné. Et ils ont quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose à agir, à faire là-dedans, à Ouais. danser là-dedans, à comprendre. Euh, c'était un des autres leitmotifs du film, et c'est aussi un des trucs qui est pas passé du scénario à l'étape de la réalisation, hélas. Et c'est ce qui me fait penser, avec toute l'affection que j'ai pour Jalil, et je ne sais pas s'il dirait la même chose, que le scénario est supérieur au film. Je dis pas ça en tant que scénariste, je pense vraiment que c'est le cas là. C'est le motif du jazz. Oui. On l'avait aussi vraiment conçu, là, vraiment assez consciemment, comme une série de solos. Et une série de solos, mais où le soliste, d'une phrase, passe la main au prochain Ouais. ou à la prochaine soliste. On y viendra au Ouais. moment de mentionner Chris, de ce rapport justement au jazz qui, pour le coup, est d'une certaine manière une tentative de retomber sur ses pattes avec la thématique. Mm. Parce qu'effectivement, le jazz, comme chacun sait, c'est une musique qui laisse énormément de place, peut-être pas au hasard, mais à l'improvisation du moins, jusque dans le titre. Le jazz, de toute façon, est mentionné 24 mesures. Quand j'ai fait une petite recherche sur le film et sur son accueil critique, il y a une scène que personne n'a osé attaquer et que même certains ont encensé. C'est une scène où Magimel est avec Benoît Magimel, donc est avec Ellie et son père sur son lit de mort, et il va faire une sorte de question-réponse tout seul avec son père, en lui présentant Ellie comme sa future femme venue d'Amérique, et lui tailler comme ça un personnage. Mm. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la création de cette scène? Oh là là. Ça me rappelle c'est plus émotionnellement que je m'en souviens comme d'un exercice vraiment chouette à faire. Ensuite, je crois que mon souvenir est aussi, là encore une fois, parasité par le fait qu'il y a une sorte de stylisation involontaire du fait que c'est Benoît Magimel qui joue, et dont on reconnaît que c'est Benoît Magimel, qui fait que je me souviens, en tout cas en ayant vu le film, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais merde, ça passe en partie à côté, parce que ça fait quelque chose de trop artificiel, de trop appuyé, puis de caricatural en fait. Ouais. Alors que, je répète et je radote et je réponds pas à ta question, mais un acteur qui serait moins reconnaissable et qui jouerait ça avec plus de naïveté, tout en respectant la langue, aurait fait sortir de la scène quelque chose d'autre. Toute maestria de Magimel à part, Ouais. puisque c'est voilà, encore une fois, c'est un Mais ce qui est acteur intéressant à phénoménal. mentionner, du coup, dans cette scène précisément, c'est que dans la première version, elle se déroule comme ça, comme une espèce de présentation question-réponse, où Magimel vraiment tient les deux personnes qui sont avec lui dans la pièce un peu en otage. Dans la version finale, il y a une petite variante qui a été ajoutée sur la fin, et qui, moi, m'a vraiment, pour le coup, surpris.
ayant d'abord lu le scénario et après vu le film, c'est qu'il demande à Ellie de sortir de la chambre 2 secondes et il se rapproche de son père. Et alors là, on n'est plus du tout dans la théâtralisation et dans la mise en scène d'une relation Mhm. fantasmée avec son père, mais il lui glisse à l'oreille quelque chose du style tu devrais aller en enfer pour tout ce que tu nous as fait Ah oui. subir. Et Mhm. alors là, je trouve qu'en Mhm. une ligne, pour le coup, il y a vraiment un impact qui, dans le scénario, était beaucoup plus Mhm. Mais du coup, tranquille. ça marchait, ça? Ça Alors, tombait je comme ne sais un pas si cheveu sur j'étais la... surpris par le Ouais. fait que je n'attendais pas cette Uhum. phrase, mais en tout cas, sur moi, ça a eu un effet. D'accord. Ouais, tu vois, là non plus, je m'arrive pas à bien me souvenir. Euh, J'arrive pas à me souvenir maintenant si, voilà, ça c'était de l'ordre d'une espèce d'effet, mais j'ai quand même non, le souvenir que j'ai, c'est qu'on était quand même exigeant Oui, et je pense qu'on n'était pas à se taper sur l'épaule en permanence en disant waouh, regarde là la oui. chute que nous fait cette scène. Les soucis qu'on a eus dans l'écriture étaient d'un autre niveau. Ils étaient plutôt de l'ordre de quoi on parle exactement là et comment on se dépatouille de notre structure à quatre personnages avec ce truc de relais dont tu parles. Mm. Euh, je pense que l'histoire du rapport au père ouais, dans mon souvenir aussi, était quelque chose quand même d'assez crucial. Ouais. Mais donc, en effet, c'est peut-être une histoire d'enfant, portrait de l'enfant perdu devant père et devant mère. Ça va avec vos papas respectifs? Bah non, en fait. Alors, Jalil, je sais pas, puis je dirais pas de toute façon. Moi, mon père, c'était le plus génial papa du monde. Donc, Ouais. mais bon, c'est pas forcément aussi Non, mais direct que ça ça. peut, ça Ouais, peut passer par d'autres biais, ouais, évidemment. exact. Ouais. Avançons un petit peu dans ce film. Ellie, sur ce talus en face de l'aéroport, observe Didier, ou du moins le remarque après qu'il se soit glissé un revolver dans la bouche et qu'il ait pressé la détente. Ce qui élimine un personnage parmi les, les 4 que contient le film. Ellie, donc, se retrouve sur la route, déboussolée, en train de déambuler. Et ce qui devait arriver arriva, se fait percuter par une voiture qui n'est autre que celle de Marie. Hmm. Et donc là, relais pour Mhm. Marie. Donc on découvre Marie comme une femme aux cheveux courts qui a une relation très conflictuelle avec sa mère via le téléphone et qui se rend pour le soir de Noël chez un jeune garçon, et je fais exprès de faire une faute, euh, dans un quartier bourgeois avec lequel elle avait rendez-vous. Il se passe un début de quelque chose, mais la mère est toujours intrusive via le téléphone, et on finit presque dans l'agression sexuelle du côté du garçon qui essaye d'obtenir les faveurs de Marie. Et elle finit par s'en extirper et aller au secours de sa mère. Je dis que je fais une erreur depuis tout à l'heure parce que dans la première version du scénario, Damien est le personnage qui fait un forcing très important sur Marie, Mhm. alors que dans le film, Damien n'est pas Damien. Damien est une femme. Ah, tu vois, ça aussi, je me souvenais pas. C'est terrible, mon pauvre. L'émission va changer de nom, ça va s'appeler Je vous rappelle vos scénarios. Exact. Le prochain invité, son film a été fait en 2024. Ah bon, C'est ça sûr. va. Comme C'est ça, bon. on évite les. Ah là là, non, je me souviens de Marie, je trouvais qu'elle était très très bien interprétée par Bérangère Allot, mais je me souviens surtout qu'elle travaillait pour une maison d'assurance. Oui. Et je me souviens d'avoir écrit ce monologue où je sais pas, au téléphone, où elle raconte les différentes polices d'assurance. Oui. Et puis par contre, et Il ensuite, n'est pas donc elle resté va jusqu'au film, voir. si je dis pas de bêtises. Ah, c'est possible, ouais. Je crois qu'il a- D'accord, tant pis. Et Mais c'était puis, bien. et ensuite, sa mère, elle va voir sa mère. Elle frappe à la porte, Oui. c'est ça, il y a Oui, sa oui. mère. Oui. Et là aussi, bon, bref, je vais pas retourner à mes vieilles lanternes, mais bon, bref. Donc ça, je m'en souviens pas. Mais du coup, moi, ça m'a un peu intrigué, ayant lu la première version. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité chez Marie qui a l'air d'être contrarié, ou du moins incertain. Parce que, bon, je vais spoiler directement, mais à la fin, elle couche avec Chris. Si tu as une explication. Mais elle va dire ses 4 vérités à sa mère. Oui. C'est ça. Oui, De toute alors façon ça ne change pas, extrêmement mais- sévère et Oui, ça terrible. arrivera quelques scènes plus tard, parce qu'effectivement, on pourrait continuer. Donc, et Marie, lorsqu'elle percute Ellie, était en route, donc déjà bouleversée parce qu'elle sortait d'un rendez-vous pas très sympathique, d'un rendez-vous galant très peu galant, et surtout qu'elle devait aller secourir sa mère qui était dans tous ses états parce que apparemment on lui avait volé son sac dans son hôtel. Enfin voilà. Et Ah oui. donc c'est là qu'elle percute donc Marie et que les chemins se croisent jusqu'à l'hôpital. D'accord. Bah, il y a peut-être une autre piste, mais il faudrait vraiment que je revoie le film, qui serait
de l'ordre de qu'est-ce qu'il faut se prendre dans la figure pour être susceptible à un moment donné d'un acte de vérité ou d'un acte de libération ou d'un. Alors est-ce qu'il y a un truc comme ça? Est-ce que Ellie est-ce que le choc du suicide de Didier l'amène quelque part, enfin lui fait réaliser quelque chose ou franchir un interdit ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est pareil pour Marie et est-ce que c'est ça qui lui permet, en ayant rencontré Ellie, de confronter sa mère? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Mais je suis pas sûr. Moi-même, peut-être qu'à l'époque déjà, hein, je sais pas, mais Mm. moi-même, là, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus que des hypothèses. Mais Bah, ce qui est quand même assez intéressant sur la trajectoire d'Ellie, maintenant que tu la mentionnes, c'est qu'elle se retrouve avec Benoît Magimel, donc Didier, qui se suicide devant elle. Elle va sur une route, elle se fait renverser par une voiture, et donc à la fin du film, c'est cette commotion cérébrale finalement qui va lui coûter la vie. Enfin, je révèle un petit peu la scène finale, mais qu'est-ce que ça raconte de ce chemin vraiment très, très, très sombre, au final, la destinée horrible de cette pauvre elle, dame. elle est consciente du fait que ça va mal. Oui. C'est ça, Tout le long non? du film, elle est étourdie Ah oui, voilà. et elle sent qu'à un moment. Alors, je sais pas si elle sent, hein, je suis pas dans sa tête. Si, je pense. Mais du coup, elle sait qu'elle va y passer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle Eh ben, se à sauve pas. l'hôpital, où on retrouve d'ailleurs Vincent Macaigne, le jeune Vincent Macaigne qui joue l'interne, Mhm. Vincent Macaigne lui dit de bien rester pour un Ah scanner, oui, et exact. effectivement, elle se Elle se barre. carapate. Mais toi, tu as une interprétation ou pas? L'émission vient encore de changer de nom. Oui. Qu'est-ce que tu penses de mon Bah scénario? oui. Et ben, non, j'étais curieux, je me disais, mais où est-ce que ça va ou qu'est-ce que ça raconte d'une destinée en fait qui, pour des personnages tragiques, se montre tragique au final, parce que Ouais. on a un personnage de Didier qui est très qui est vraiment pas bien, qui est au bout du rouleau et qui finit par se suicider. Ellie qui a perdu la garde de sa fille, qui va pas bien du tout, qui finit par mourir d'une commotion cérébrale. Qu'est-ce que ça raconte? Les gens qui ne vont pas bien n'iront pas bien jusqu'au bout. Ouais, je sais. Tu vois, je sais que je sais que la fin du film était pas résolue pour nous dans l'écriture de façon vraiment satisfaisante, même avec un minimum de sentiment de satisfaction et avec un truc où en tout cas peut-être que le fait en tout cas qu'elle meure à la fin était pas clair pour nous deux. Il me semble que pour moi c'était clair, mais je me trompe peut-être. Il me semble aussi que le plan final est pas clair. Et toi, tu dis que tu as compris qu'elle mourrait, mais moi j'ai l'impression qu'elle ferme pas les yeux. Et si je ne m'abuse, le plan final, la caméra remonte à Ouais. partir d'elle dans le lit, elle a encore les yeux ouverts. C'est laissé un peu à l'appréciation de chacun si elle meurt ou pas. Et ça, moi, j'ai trouvé ça pas bon du tout. Mm. Mais je Pour moi, pense. elle était morte. Pour toi, tant mieux. Pas en lisant. visage- Le visage le disait. Ok. Alors, la version scénario, la V1, laisse sous-entendre une potentielle mort, mais reste un petit peu évasif là-dessus. Ah bon? puisqu'on Ah ouais? parce qu'on n'a pas le visuel. Ah oui, d'accord. Mais la version filmique, pour moi, ne laisse pas vraiment de doute, puisqu'on a un œil qui est vraiment inerte et qui regarde rien. D'accord. Ok. Et pendant plusieurs secondes, ce qui laisse vraiment sous-entendre que D'accord. plus de Bah, vie tu vois, là-dedans. pour moi, j'étais pas sûr. On n'a peut-être pas vu le même montage. Non, si, je pense, mais peut-être que c'est moi qui voulais ou qui espérait ou qui imaginait quelque chose de beaucoup plus clair et net. Après, ce que ça raconte ou ce qu'on voulait que ça raconte, je sais pas trop. Je sais qu'on n'était pas dans un truc, en tout cas dans l'écriture ou on n'était pas dans le tragique, oui, mais pas le pathétique. Ouais. Et en même temps, je pense qu'on oscillait entre quelque chose qui était quand même très sombre et puis quelque chose qui était en même temps dont on espérait que ce soit drôle. Alors la fin est pas drôle, mais Didier, donc dans une espèce de drôlerie désespérée. Tu vois, le mec qui classifie, pour moi, ça me rappelle de très loin, et encore une fois sans aucune comparaison, mais les espèces de folies linguistiques de Beckett. On n'est pas chez Beckett, mais il y avait ces traits un petit peu aussi de personnages littéraires. Et du coup, je dis tout et son contraire, parce que d'une part, je parle de stylisation, et d'autre part, je parle de quelque chose qui voudrait... et de l'écueil de l'esthétisation, de l'esthétisme. Mais je pense que le projet, en tout cas, dans son intention, c'était que ce soit
styliser que les personnages soient des personnages de tragédie, pas tous, mais bon, en tout cas Ellie et puis Didier, c'est sûr, mais que du fait de la distanciation de l'écriture, on ne soit pas à se dire ah les pauvres, ou bien on ne soit pas non plus à se moquer d'eux on n'est pas dans une farce du tout. Voilà, mais sinon au-delà de ça, je saurais pas trop dire en fait. Je saurais pas trop dire. Parce qu'effectivement, c'est un film d'errance où la mort est croisée à plusieurs reprises. Mais je dirais pas que mais ça reste un film vivant. Enfin, les personnages ont une espèce de mais comment dire, baroud d'honneur ou d'énergie du désespoir, on va dire, tant leur situation initiale est en permanence contrariée. Mm. Si on observe, c'est intéressant parce qu'on est sur elle, le personnage de Marie qui subit une relation vampirisante avec sa mère, cette dernière étant toujours en permanence en train de parler de ses problèmes à elle, alors que Marie, comme tout un chacun, a effectivement les siens et pas des moindres. Renverser quelqu'un en voiture, être agressé à un rendez-vous galant, ce qui d'ailleurs la pousse au final, donc dans cette fameuse scène, peut-être que tu vas pouvoir nous en parler plus, de confrontation fille contre mère. Mm. Je me rappelle, pardon, hein, toutes mes phrases commencent comme ça, mais je me rappelle que c'était très intéressant d'écrire ce monologue de la mère ou de la fille. Enfin, en tout cas, cette scène de face à face, elle était intéressante à écrire. Je peux pas trop te dire. Je me souviens aussi que pareil, tout d'un coup, la pauvre Marisa Berenson, qui est quand même une icône du cinéma, qui se retrouve le temps d'une scène à jouer ce truc-là, c'était complètement disproportionné. Enfin, tu vois, c'est comment est-ce que dans le temps de ces 2 minutes de scène, on a le temps d'oublier qu'on a face à soi Marisa Berenson pour entrer dans la perception que c'est la mère de ce personnage, etc. Et tout. Donc ça, hélas, mes pensées sont très filtrées par ça. Et juste, je fais une toute petite aparté par rapport à ça aussi, parce que c'était aussi une leçon géniale de me rendre compte, grâce à Jalil, même si ce n'était pas du tout le but de Jalil, c'était faire son premier film, mais Jalil était dans une véritable volonté et urgence de réaliser ce film. Et je pense que lui, il savait 1000 fois mieux que moi, puisqu'il baignait complètement dans ce monde-là, que soit c'était dans l'année ou dans les 2 ans, soit l'énergie allait se perdre. Et d'ailleurs, il était pas mal là-dedans aussi. Et du coup, ce qui a fait la différence, c'est quand il s'est dit « je décroche mon téléphone et j'appelle mes amis comédiens, comédiennes ». Et là, entre Magimel, Berenson, machine, machin, le film s'est financé en 3 mois. Il s'est tourné 6 mois plus tard. Bon, le problème, c'est que le film n'était pas fait pour des acteurs connus. Oui. Voilà, donc je referme la parenthèse. Je me souviens pas assez bien de la scène avec... je me rappelle que c'était aussi gênant pour moi, parce qu'il y avait ce côté pathétique ou caricatural qui ressortait de l'hyper-stylisation due à Marisa Berenson. Tout le monde ne connaît pas forcément Marisa Berenson, je ne sais pas toi, mais tu vois, tu es de ma génération, Marisa Berenson, c'est Barry Lyndon de Kubrick, enfin, je veux dire, et voilà, et c'est quelqu'un d'extrêmement... elle est extrêmement connue et extrêmement repérée comme icône, comme image, comme... en tout cas, ce que ça me rappelle, c'était l'importance des monologues dans le film aussi. Et ce côté, donc du coup, là, c'était une autre espèce d'envie, appétit, ambition parmi toutes celles qui se disputaient l'attention des scénaristes, etc. C'était l'aspect théâtral du monologue. Avoir quelque chose à dire, comme Didier quand il parle tout seul au restaurant ou qu'il parle tout seul à son père, ou comme Marie devant sa mère. Ces moments de solitude un peu où finalement l'autre, est-ce qu'il est vraiment même là? Ou est-ce que tu ne fais que te parler à toi-même? Ouais. Ce qui nous permet d'avancer. Après cette bataille éphémère dans l'hôtel où Marie découvre que le sac n'a pas été volé et que c'était juste une espèce de crise d'attention que lui réclamait sa mère. La solution quand on vit quelque chose de compliqué est
tous les grands philosophes le diront, c'est d'aller en boîte. Oui. Et c'est donc comme ça qu'on retrouve, alors bon gré mal gré, dans la première version, parce que, dans un premier temps, Marie est réticente à l'idée d'aller, danser en boîte, mais, Ellie finit par la convaincre. Dans la version du film, on passe directement, si je me souviens bien, dans cette D'accord. partie-là où on danse. Donc dans cette boîte de nuit, musique très agressive, on est très loin du jazz. Pourtant, on va croiser un personnage, ce personnage c'est Chris, blond aux yeux bleus, caucasien, dans la première version. Oui, oui, Sami Bouajila dans la oui, version du film. parce qu'il devait être joué par mon petit frère qui est blond aux yeux Ah bah, bleus zut. et qui s'appelle Chris. Voilà. Des anecdotes Mm. croustillantes. Tu vois, ça non plus, je me rappelais C'est plus. c'est des secrets de tournage, tout Mm. ça. Sami Bouajila, acteur grenoblois, Grenoble, meilleure ville du monde. Je dis On est vague. d'accord. Mais voilà, bon, c'est une petite touche personnelle. C'est mon podcast, je me permets, voilà, je tente. Non, donc elle croise donc la route de Chris, interprété brillamment par Sami Bouajila. Et donc, comme souvent dans ce film, on rétropédale et on revient sur les événements qui ont mené Chris, lui aussi, à aller se trémousser en disco club. On lui offre l'opportunité de jouer pour Marcus, un éminent saxophoniste légende du jazz. Et lors de cette opportunité, Chris va lui mentionner un pianiste ou batteur, je ne sais plus exactement, avec qui il a joué des années auparavant. Mhm. Marcus, évidemment, comme toute star qui se respecte, n'a aucun souvenir de qui est Mhm. cette personne. Et c'est à quelques secondes du début de la représentation que notre Chris, Sami Bouajila, révèle à Marcus que la personne avec qui il avait joué des années auparavant et qui a fini par mettre fin à ses jours à cause d'une mauvaise remarque que lui avait fait Marcus, qui l'avait humilié, eh ben, c'était son père. Mhm. Chris disparaît de la scène. Marcus est bien embêté puisqu'il n'a plus de batteur. Et il répète en boucle cette phrase que j'ai trouvée très intéressante. Ça, c'est de la musique. Et il le répète une fois, deux fois. This is music, this is music. Alors que tout son orchestre est affolé autour de lui. On Mhm. pourrait attendre la même chose d'un artiste notoire comme ça. Et pourtant, il va juste répéter This is music. Mhm. Alors, plusieurs choses. D'une part, là aussi, remarque très générale. Tu as été à UCLA, donc tu as peut-être entendu ce dicton des professeurs de scénario qui disent tous les scénarios qui sont mal construits au premier acte, le troisième acte est le cimetière des scénarios mal construits, dont le premier acte n'est pas construit. Je ne sais plus comment c'est dit. Pour moi, ressemble à ça. c'est juste, comment dire, analogique ou la boîte de nuit est le cimetière de tous les films français qui n'ont pas suffisamment réfléchi, peut-être dès leur premier acte. Bref, pour moi, cette scène-là, je vois pas trop le sens qu'elle a. Et même dans la réalisation, je me souviens pas, mais c'était quand même assez banal. Et comme tant d'autres scènes. Bon, c'est un film qui a 20 ans, donc, mais même déjà à l'époque. En tout cas, ça aurait pu être mené autrement. Peut-être qu'il y avait aussi des questions de tournage, de temps de tournage, tout ça, je sais pas. Mais j'ai pas un souvenir très très grand de cette scène. Par ailleurs, donc là, on entre vraiment, pour moi, avec la scène du concert de jazz, dans le cœur profond du projet et de ce qui s'est passé entre l'écriture et la réalisation. Vraiment, si ça avait été fait comme c'était fantasmé ou écrit, est-ce que c'était possible de le faire? J'en sais rien, mais je pense que oui, mais très difficile. Eh ben, on aurait pu ne parler du film que musicalement, sans, je pense, aller chercher sans aller l'analyser d'un point de vue psychologique ou psychanalytique, etc. et tout. Tout dans l'écriture devait converger vers ce climax à la fois musical et émotionnel et qui relançait l'énergie du film, qui était cette scène. Si tu as lu les différentes versions du script, au moins la dernière, je pense, l'idée, c'était pas du tout ce qui s'est passé parce que Sami Bouajila n'a pas eu la possibilité de s'entraîner comme il le devait pour faire la blague comme batteur de jazz. Au lieu de partir comme il le fait, il devait y avoir une bataille musicale entre lui et le leader. Et le fait que le personnage de Chris, donc, par la batterie, mettait tellement en vrac le personnage joué par Archie Shepp qu'il le rendait minable. Il le faisait perdre pied. Il lui cassait la gueule musicalement. Dur à réaliser, mais l'idée, c'était ça, lui casser le cou. Et lui faisait passer un message qui était
rythmique et, tu vois, physique, musical. Enfin, et à partir de là, se dénouait ce qu'il avait à reprocher. Enfin, sa vengeance, sa vengeance était essentiellement musicale. C'est pas du tout ce qui s'est fait dans le film. Donc, ça fait une scène qui est bavarde, qui passe par les mots et qui se rattrape ou se sauve par cette phrase que tu nommes qui est intéressante, mais qui est aussi un peu euh, je vous montre à quel point mon film est intelligent. Je commente, je sais plus comment on appelle ça en diégétique ou je sais plus quoi, extra-diégétique. Je vous renseigne sur ce que vous êtes censé comprendre ou lire dans la scène. Bon, pourquoi pas, je sais pas, faudrait que je revoie encore une fois, mais ça se passait vraiment de parole dans l'écriture. Euh, Puis il y avait une autre chose, c'est que, et ça rejaillit aussi et c'est intéressant encore, je ne dis pas de façon critique ou négative du tout, hein, mais c'est intéressant dans qui on choisit pour jouer quoi et comment. Archie Shepp, c'est une vraie légende du jazz. C'est un des jazzmen les plus emblématiques des années 60-70. C'est un des créateurs du free jazz. Enfin, c'est un monstre. Et lui-même n'était pas du tout dans une comment dire, dans un désir d'entrer dans un rôle, de mener un travail d'acteur. Je pense que lui, il s'est dit, c'est qui ces deux blancs-becs là qui débarquent? Je vais juste en profiter pour qu'on me filme bien 3 minutes et faire un solo. Ce qu'il a fait, si tu veux. Mais aussi dans l'écriture, c'était en effet mon petit frère qui devait jouer le batteur. Donc c'était un jeune batteur de 22 ans qui était encore à son école de jazz à Paris. Et puis le groupe autour de lui devait être... c'était un pianiste allemand. Mince, comment il s'appelle? Mais très très connu aussi. Mais c'était du jazz ultra contemporain. Et là, pareil, comme pour... comment dire, l'association immédiate et vraiment embêtante, Magimel, espèce de sous-De Niro, enfin pas, il n'est pas sourd, mais tu vois, espèce de sous-Taxi Driver, tout d'un coup, on avait quelque chose qui devait absolument éviter tout cliché et qui devenait super cliché, une espèce de cliché du jazz tel qu'on peut se l'imaginer avec ce leader noir super charismatique, la soixantaine, et puis qui, lorsqu'il a dit son monologue sur lequel j'avais beaucoup travaillé, ce monologue-là, est gênant pas de vulgarité si tu veux, mais de platitude presque. Voilà, voilà, bref. Tout ça pour te dire que oui, c'est intéressant et tu pointes vraiment quelque chose quand tu pointes l'importance de cette scène-là. Oui, c'était la scène du film. C'était la scène vers laquelle tout devait aller et d'où tout pouvait ensuite redescendre. Mais aujourd'hui, plus jamais de ma vie, j'écrirais une scène comme ça. Parce que c'est des scènes qui peuvent être magnifiques sur le papier, mais va les réaliser ensuite. Donc, J'ai une petite question qui me vient comme ça tout de suite. Quand je vois toute la séquence Chris-Marcus, la bataille Chris-Marcus, qui n'était pas d'ailleurs la même dans la première version, il y avait autre chose, ou peut-être plus proche de l'ordre de la bataille musicale, où Chris s'emballait en batterie et le groupe finissait par quitter la scène parce qu'il n'était plus récupérable. voilà. Quand je vois cette scène-là, bataille mentor-apprenti, et en plus avec de la batterie, évidemment je pense à Whiplash. Mais du coup, ça me fait même relativiser sur tout le film. Est-ce que vous avez, à travers la structure également, pas voulu faire une espèce de cumul de 4 courts-métrages ou peut-être des histoires que vous aviez et que vous êtes dit, si on imbrique tout ça dans un film et qu'on arrive à faire des ponts, c'est ça peut très être juste. intéressant. Je pense que c'est comme ça qu'on a fonctionné. Il me semble que Jalil avait au départ une idée de court-métrage autour de son pote qui jouerait le chauffeur de taxi. Et puis moi, j'ai dû venir avec je sais plus trop quoi. Et en effet, ça s'est monté comme ça. Ça s'est monté de façon pragmatique et un peu à vue de nez. Et ensuite, voilà, exactement. Du coup, ça emporte toutes les traces de ça. C'est très juste, bravo. Ouais. C'est donc le premier film de ta carrière Ouais. et de la carrière de Jalil Lesper. Ouais. Je me souviens plus très bien pour Jalil. Est-ce que c'était après Ressources humaines, le court-métrage dans lequel il Ressources avait le premier humaines, rôle? c'était un long métrage.
Il y a eu un court-métrage. J'ai Ah, vu que le avant, il y a eu un court-métrage. court-métrage, d'accord. Je crois Ah que oui, exact, J'ai vu exact. que le court, D'accord. qui est brillant d'ailleurs en Et manière qui de s'appelle construction. aussi Ressources humaines? Si je m'en souviens bien, il s'appelle. D'accord. Oh non, c'était Bonne résistance à la douleur, quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai C'est- vu ça. Oui, 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 Voilà. oui. On nous projetait en cours quand j'étais en école de cinéma. C'était une espèce d'exemple de structure bien amenée en très peu de temps. Et donc, je dis tout ça pour ça. C'est un premier film, autant pour toi que pour lui. Casting intéressant, encore plus au vu de la carrière de Emma Gimel, et Bouagila, et même Vincent Macaigne dans une certaine mesure, qui a un tout petit rôle dedans. Et comment est-ce que vous... Et Lubna Zabal aussi, qui est devenue Ah hyper... oui, 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 non, mais hyper- je sais hyper- pas pourquoi je Ouais. l'ai... Ouais, ouais. J'avais peut-être plus le nom, mais qui est brillante dans Incendie, Mhm. de Denis Ah bah Villeneuve. d'ailleurs, c'était après l'avoir vu dans Incendie que Jalil a souhaité qu'elle tienne le rôle, il me semble. Film incroyable de Denis Villeneuve. Ma question est donc la suivante. Comment est-ce qu'on vit la sortie d'un premier film? Comment ça se passe? Autant pour toi que pour lui et pour votre duo. Je pense que, écoute, moi j'ai un souvenir aussi pas... En fait, pour moi, je saurais... Comment te dire? Pour moi, tout s'est joué avant même la sortie. Et dans le sens où, même si je me souviens, à la projection privée, j'avais été quand même heureux que le film existe, heureux pour nous, heureux pour Jalil. Jalil, je crois qu'il était beaucoup plus réservé que moi ce jour-là. Et en même temps que je pense que Jalil était déjà en train de penser au prochain. Mm. Et moi, j'étais déjà en train de me dire, plus jamais. Alors que ça s'est très bien passé avec Jalil. Oui. Mais, et du coup, à la sortie du film, je pense qu'on était chacun déjà sur d'autres orbites. Ouais. Et que pour ma part, j'étais sur une orbite peut-être de sortie de livre ou autre chose. J'en ai pas un souvenir très très net de ça. Mais j'ai aussi le souvenir que mon rêve, mon propre rêve d'enfant avait, comment dire, avait volé en éclats au passage, qui était celui de me dire, et ma référence c'était le making-of du premier ou du deuxième long métrage de George Clooney, qui s'appelle Good Night, je sais plus quoi, qui se passe dans une station de radio sur la côte est américaine. Good Night, Good Luck, je crois, je sais plus, qui était la fameuse phrase que disait le journaliste ou le présentateur radio dans ce film. Et dans le making-of, tu vois qu'il travaillait vraiment main dans la main avec le scénariste sur le tournage, le scénariste et Clooney réécrivant les scènes le soir pour le lendemain, etc., etc. Et c'était cette espèce de rêve de troupe que j'avais, qui s'est heurté à la réalité d'un film qui a dû se monter très vite et où j'ai pas été convié du tout comme je l'aurais cru. Ouais. Et voilà, de ce point de vue-là, pour moi, du coup, l'expérience était un peu décevante et douloureuse. Tu m'as dit que le tournage avait été très très rapide. Oui, je crois, ouais. Euh, Très très rapide, je crois, 3 semaines. Ou... Il y a quand même quelque chose que j'ai noté, que ce soit en regardant la première version et ensuite en regardant le film. J'ai noté à peu près 99 scènes grossièrement dans la première version du film, pour 48 globalement pour la version finale du film. Alors il y a dû y avoir des erreurs de calcul, parce qu'en regardant le film, j'arrive Non, mais pas tu as raison, c'est à me sûr. rapprocher. Mais il y a énormément, et c'est peut-être ce sujet-là que j'aimerais bien mentionner quand on parle de la réception et du succès ou non d'un film, c'est que de la première version à cette version de tournage, ouais, on a la moitié des scènes qui disparaissent, et donc avec elles, énormément de variables cachées, C'est de certain, sens. Et comment toi, donc dans la salle projection, le jour de la sortie, tu vis ce genre de choses? Comment tu cherches une explication? Écoute, c'est pas ce qui m'a... Parce que ça, je le comprenais. Et puis, c'était aussi un apprentissage. Donc, c'était génial. L'apprentissage du principe de réalité de, bah attends, 99 scènes, t'es bien gentil, ou séquence, il va falloir trancher, et il va falloir y aller, enfin, vraiment de Un façon... film de Nicolas Bedos, c'est 200. C'est vrai. Donc ça allait. Et puis je me souviens aussi que dans certains cas, c'était plutôt ça a plutôt amélioré les choses, au sens où ça a créé de la continuité entre des séquences, etc. Non, pour moi, le grand souci et en même temps la grande leçon, c'était
la façon dont c'était au niveau des dialogues. Ouais. Et le fait que les dialogues n'aient pas été respectés, j'allais dire de façon, ça peut paraître arrogant ou absurde, mais à la lettre, a été, a pas été une bonne chose pour le film. Et que parce que soit en effet, on est dans l'improvisation à partir d'un canevas donné par travailler en je sais pas quoi, on répète ou ce qu'on veut, soit on est dans une tentative d'écriture et là il faut être beaucoup beaucoup plus. Il faut y croire et il faut y demeurer et puis il faut la respecter. Et l'entre-deux est catastrophique. Hmm. Alors, je pense pas que le film soit une catastrophe quand même, mais il est pas réussi du fait d'avoir voulu jouer avec ça. Et si tu laisses un comédien, et pourtant Jalil est un très très bon directeur d'acteurs, je pense étant acteur lui-même, puis les comédiens adorent travailler avec lui, je pense de ce point de vue-là, il est très très fort. Mais si tu laisses un comédien faire son truc, en n'insistant pas sur le fait qu'il y a une partition qui est serrée et qui est délicate et qu'il faut la respecter, alors évidemment, il va pas se gêner. Et ça, je pense pas le dire d'un point de vue avec un ego d'auteur, parce que d'un autre côté, moi, ça me fait ni chaud ni froid quand on coupe, quand on réécrit, quand on ceci. Et même quand c'est raté, ou quand ça marche pas trop, comme je trouve ça plutôt intéressant qu'autre chose, ça me met pas par terre. Mais c'était plutôt ça que les coupes franches dues à l'économie réelle. Et est-ce que parmi les facteurs de ce qui a pu déplaire dans ce film, il y a le principe même, à savoir, certes, un pas en avant, un pas en arrière, le relais, mais changer souvent de personnage comme ça, on a quand même un personnage quasi principal, Didier, qui se fait sauter le caisson au bout de très peu de temps de film. Est-ce que c'est pas... c'est radical, mais est-ce que c'est pas ça qui a peut-être pu dérouter Ah les si, gens? c'est très possible. Ça, je pense que c'est l'honneur du film en même temps. Parce qu'on ait fait le personnage soit apparemment principal se tuer, c'était pas qu'un truc, on disait ha ha ha, on va prendre tout le monde de court. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était plutôt Hitchcockien. profond là-dedans, ouais. C'est l'honneur du film, je pense, malgré tout, que d'avoir, de s'être pas posé la question en disant soyons classiques. Non, pas du tout. On a travaillé sur la forme et on a inventé une forme qui, aussi fragile soit-elle, est quand même pas commune du tout. Et, et c'est une liberté qu'il est extraordinairement précieux ou important de conserver aussi. Tu vois, on le voit dans les écoles de cinéma. Moi, je le vois en accompagnement d'écriture très, très, très régulièrement. La manière dont on va s'auto-censurer, évidemment parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir sinon, mais attention, gare à l'autocensure qui va plus loin que ce qui est exigé, ou gare au fait aussi d'oublier complètement qu'on a des prérogatives d'artiste et d'être humain que d'autres n'exerceront pas pour nous. Voilà, donc si on n'est pas un peu, pas les garants, mais si on n'est pas un peu ceux à dire ah ben non, 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 moi je vous propose cette forme-là, euh, ça devient quand même très, très, très problématique, quoi. 24 mesures, c'est un film qui vraiment place l'errance au sein de son œuvre. Pour avoir eu la chance de lire Farago, prix Goncourt des lycéens, je le rappelle, l'errance chez toi, c'est quelque chose. Il y a vraiment cette appétence pour ce thème-là, pour ces personnages-là qui sont des paumés et qui savent pas où aller. Ma question, donc la suivante, t'as beaucoup erré. En tout cas, dans l'imagination, oui. Et du coup, donc oui, mais en même temps, c'est pareil. Errer dans son imagination ou errer physiquement ou sur un territoire, ça revient un petit peu au même. C'est un peu les mêmes choses que tu rencontres, les mêmes tout quoi, les mêmes chances, les mêmes dangers, les mêmes. Je pense que oui, tu vois, pareil, je suis vraiment pas le premier à conscientiser les choses sur lesquelles je travaille ou les thèmes qui reviennent. Mais je pense qu'il y a la récurrence de tu rentreras pas à la maison. T'es parti, t'essayes de rentrer, mais ça va pas être évident. Tu ne rentreras jamais chez toi. Tu rentreras pas. Il n'y a pas de chemin de retour. Et donc ça, peut-être que ça vaut en effet pour 24 mesures. Ça vaut pas pour Farago parce que
en fait, Farago a une fin heureuse. Il a quand même une fin heureuse. Oui, c'est vrai. Là, c'est une fin heureuse. Mais c'est pas quelqu'un qui... C'est pas vraiment quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui revient chez lui, pour moi, le personnage de Farago, d'Homer, en découvrant qu'il est chez lui partout où il est, maintenant. Donc, c'est plutôt une prise de conscience mystique des choses. Et ça le soulage. En même temps qu'il est très content quand sa compagne ou sa copine ou la femme qu'il aime revient. Il y a aussi ce territoire-là de l'amour. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'à la fin de cette expérience, tu t'étais dit plus jamais. Et te revoilà quelques années plus tard, retour avec Jalil Lesper sur Saint-Laurent. Tu es donc un homme de parole. Oui, c'est lui qui est un homme de parole, en fait, parce que c'est lui quand même qui malgré mes ronchonnements et le fait que j'étais pas très très content de la manière dont s'étaient passées les choses pour 24 mesures, au bout du compte, après une idylle de collaboration pour l'écriture, c'était vraiment une expérience géniale, est revenu vers moi pour un retravail, parce qu'il y avait déjà une première version du scénario qui avait été écrite. Et puis, il y a eu d'autres auteurs qui sont passés derrière pour, au résultat, un film qui était... comment dire, qui n'était pas celui qu'à un moment donné, on avait peut-être envisagé ensemble. Quand moi, je suis arrivé dans l'histoire, je crois que le souci de Jalil, c'était de se dire, bon, mais qu'est-ce qui ancre tout ça ? Et dans mon souvenir aussi, pour moi, la solution, c'était d'imaginer que le personnage de Berger était quelqu'un qui ne pouvait vivre que par procuration à travers la gloire de l'homme qu'il aimait, et que donc sa mort équivalait à une espèce de catastrophe. Et que tout pouvait se reconstruire par rapport à la première version du scénario à ce prisme de quelqu'un qui ne peut pas vivre par lui-même, ne peut vivre que par l'autre, mais au prix de se sacrifier lui-même et au prix de sacrifier l'être aimé aussi. Et je le dis maintenant, c'était peut-être pas exactement ça, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, cette hypothèse-là crée quelque chose de dramaturgiquement intéressant. Après, je pense que la façon dont le film aussi a été monté et fait n'a pas permis ça, pour la simple raison que Berger finançait le film. Donc, ma contribution au scénario s'en est retrouvée très minimisée. Ah bah ouais. Ouais. Mais ça a tendance à faire des problèmes quand la personne qu'on a envie de critiquer dans un film se retrouve aussi à financer le film. On a un film sur Michael Jackson cette année qui arrive. Avec le petit-fils de Michael Jackson dans le premier rôle, je crois. Bon. D'accord. Bon. Ou le neveu, je sais plus. Bon. D'accord. Ouais, ils vont y aller, je pense. Ouais, ils vont y aller, ouais. Bon. Yann, c'est quoi la suite ? Un retour au cinéma un jour ? Jamais ? Plus jamais ? Si. On me jette la première pierre. Si, ça y est là. Si, ça y est là. Ouais, en fait, j'ai passé un certain nombre d'années à errer loin de l'écriture, puis à enfin la retrouver, et puis à suffisamment bien la retrouver, quand je parle d'écriture, c'est romans, pour me dire à nouveau, tiens, bah maintenant, j'ai le souffle et la l'attitude, sans avoir l'impression de me perdre ou de me dire, mais tiens, il y a toutes ces histoires-là qui sont des histoires de cinéma plus que des histoires de romans, donc je suis en train de remettre le nez dans tout ça. Et puis avec ma compagne, on est en train d'écrire un long métrage aussi. Elle est réalisatrice, donc j'espère que ça va voir le jour. Et voilà. Il y a aussi le fait que passer trop de temps à écrire un roman dans son coin, on devient tellement fauché qu'on repart dans le fantasme de se dire, mais attends, si je vendais un scénario ou deux, là, on serait bon pour 1 an ou 2. Donc ça, j'ai pas complètement oublié que c'était plutôt fantasmatique qu'autre chose, mais voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que, tu vois, les leçons de ce premier film durent jusqu'à aujourd'hui pour moi. C'est le fait, par exemple, qu'une scène bien écrite, si elle est respectée dans la mise en scène et dans le jeu, ça donnera une bonne scène.
Une scène bien écrite qui n'est pas respectée par les acteurs, ça donnera quelque chose de raté. Mais par contre, une scène évidemment qui est mal écrite, tu peux avoir Benoît Magimel et je sais pas, l'acteur qui va jouer Michael Jackson et tu sauveras jamais les meubles où ils feront voilà. Donc ça, c'était vraiment l'expérience de ce qui passe du papier au... Et je sais que voilà, mon expérience, elle est très très humble hein, par rapport à tout ça et qu'il y a 1000 facteurs entre les deux. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment là, voilà, que, en tout cas pour un certain type de scénario où l'écriture compte, où chaque virgule, je dis une bêtise, mais compte ou tente de compter dans le rythme de l'écriture, dans les dialogues notamment, mais même dans les déplacements, etc., peut vraiment être à blueprint très très précise pour le passage à la réalisation. C'est pas forcément quelque chose que tu dois démantibuler, tu dois déchiqueter, tu dois remettre en question, tu dois ceci. Pas forcément. Mais c'est dans une optique, qui était mon optique très naïve à l'époque, justement, le scénario, c'est la partition à respecter, dans laquelle aussi il y a toute l'angoisse de l'écrivain, enfin du romancier ou du jeune auteur en plus, mais surtout de celui ou celle pour qui, voilà, une fois que c'est sur le papier, ça bouge plus trop, ça passe un peu par un éditeur ou une éditrice, et puis ensuite ça sort et personne n'y touche en fait. Donc voilà, c'est aussi assorti de ça, chose dans laquelle je suis plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc le fait d'être dans un désir aussi très fort de protéger l'écrit comme le trésor. Il y a un trésor, il ne faut pas y toucher, quoi. Il y a une espèce de dimension, justement, peut-être un peu sacrée, tabou de l'écrit, et qui ne doit pas être violenté. Donc ça aussi, peut-être que du coup, ça ressort un peu d'une manière ou d'une autre à une auteure ou à une autre de 24 mesures. Merci beaucoup Yann. Merci Hugo. Merci à tous d'avoir écouté le scénarisme. J'espère que cette conversation avec Yann Apéry autour de 24 mesures vous a inspiré et donné des clés pour mieux comprendre l'art de raconter des histoires. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cela aide énormément le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, faites-vous un bon resto, enfin bref, tous les trucs très sympas à faire dans la vie. À bientôt.